Hello à toutes et à tous. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la série sur la longévité. Un des thèmes clés que j'ai envie de creuser à fond dans cette saison 3 de 108 milliards. L'enjeu à terme de la longévité, c'est de vivre plus longtemps en bonne santé. Mais avant même de se projeter sur les bénéfices à long terme, ce thème m'a particulièrement passionnée pour les bénéfices dans ma vie présente. J'ai commencé par étudier l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Et au début, je pensais pas que ça allait m'emmener aussi loin. J'ai eu l'impression d'ouvrir un coffre au trésor. Et c'est ce coffre au trésor que j'ai envie de vous partager dans cette série d'épisodes dédiés à la longévité. J'ai invité des experts du sujet qui vont nous donner des clés concrètes, mais j'ai aussi expérimenté. Vous le savez, j'évite de vous parler de ce que j'ai pas moi-même testé et appliqué dans ma vie. Et pour ça, j'ai trouvé le partenaire idéal. C'est une start-up qui s'appelle Zero Health et qui veut transformer notre manière de penser la santé et démocratiser la longévité. Grâce à Zero Health, j'ai eu accès à un check-up sanguin ultra complet, loin des check-ups habituels. J'ai aussi eu des conseils ultra personnalisés qui me permettent de savoir exactement où j'en suis côté santé et quels sont les changements que je peux mettre en place aujourd'hui pour éviter de développer certaines maladies dans le futur. Et au-delà des maladies, simplement rester au maximum de ma forme le plus longtemps possible. Avant, je savais que ça existait, ce genre de check-up, mais j'imaginais que ça coûtait une blinde, que c'était réservé aux milliardaires. Zero Health est en train de rebattre les cartes, en proposant un process ultra facile à un tarif qui n'a rien à voir avec le reste. Moins de 400-500 € versus plusieurs milliers d'euros par an. Je suis assez bluffée par ce qu'ils sont en train de construire. Et je vous recommande chaudement d'aller regarder. On vous mettra les liens dans les notes de l'épisode et vous aurez en plus un cadeau si vous venez de notre part. Et pour ça, c'est assez simple. Il suffira de rentrer le code promo 108 milliards au moment de l'inscription. 108 milliards, 108 en chiffres et milliards avec un S. Très bonne écoute. Non mais Alison, bienvenue. Moi, je suis ravie de te recevoir sur le podcast 108 milliards. Je vais redire à nos auditeurs ce que je t'ai dit au téléphone pour préparer cet épisode. C'est que je tenais, dans le cadre de la série sur la longévité, à faire un épisode sur les compléments alimentaires. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé, moi, à prendre des compléments alimentaires il y a 2 ans. Et j'ai vraiment vu un impact. Alors après, le problème, c'est que moi, je suis pas scientifique. Et quand je vous dis j'ai commencé à prendre des compléments et j'ai vu un impact, on est très très loin de l'étude scientifique avec toute la méthodologie. Mais voilà. Et à l'époque, j'avais commencé parce que j'ai un ami qui m'avait rencardé en me disant bah tiens, tu devrais prendre ça. Voilà. Mais donc, je tenais aujourd'hui à inviter quelqu'un qui est beaucoup plus expert que moi. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir Alison Malamoud. Donc toi, tu es docteur en pharmacie. Oui. Tu es multi-entrepreneur. Oui. Et tu viens de cofonder une nouvelle start-up dans le domaine qui est Brainologist. Oui, tout à fait. Brainologist, dont la mission est la santé cognitive et la longévité. Oui, en plus, 2 sujets qui me tiennent à cœur. Et bien, bienvenue. Merci. Comment avant de rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui, donc longévité et compléments alimentaires, comment toi, quel est un peu ton parcours ? Comment t'es arrivée à t'intéresser à tout ça ? Bien sûr. Alors moi, j'ai eu un parcours, donc j'ai fait des études de pharmacie, donc j'ai un doctorat. Et en fait, j'ai eu un parcours un peu original, on va dire, pour un doctorat. C'est que j'ai passé 1 an, en fait, au Canada, en échange universitaire. Et ça m'a donné vraiment une vision, finalement, très différente du métier de pharmacien en France par rapport à celui du Canada, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, au Canada, ils sont très avancés en termes de recherche et que les profs qui nous accompagnent à l'université, ils sont très, dans ce côté, la recherche, les dernières nouveautés, qu'est-ce qu'on peut tester, etc. Et du coup, ça m'a fait un peu clic en me disant, OK, il y a une voie facile, en fait, de faire ce que fait un peu tout le monde. Et finalement, est-ce qu'on pourrait pas, tester une nouvelle voie ? Ça, c'était la première partie. Après, je suis restée dans le côté pragmatique. Donc j'ai fait un master production, en fait, des produits de santé, biotechnologie et produits cosmétiques. Et j'ai commencé, en fait, à travailler dans ce domaine-là. Et j'ai accompagné, du coup, beaucoup d'entrepreneurs. Là, c'était dans le monde de la beauté. Donc, à créer une marque où, en fait, on partait finalement d'une idée ou d'une envie ou d'une mission. Et on le concrétisait par un produit et on les accompagnait, pour que ça se passe bien. Et donc, forcément, de fil en aiguille, le fait d'être tout le temps avec des entrepreneurs, ça donne des idées, des envies en se disant, mais moi aussi, j'ai une idée. Alors, c'est une maladie contagieuse. Je pense. Exactement. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai eu l'occasion de créer une première entreprise, en fait, qui était autour à la fois de la beauté
et de la nutraceutique. Donc, c'était vraiment un objectif de bien-être et d'anti-stress. J'ai fait ça pendant 5 ans et ensuite, pour des raisons personnelles et parce que je suis devenue maman et parce que le rythme et parce que j'ai déménagé, donc voilà, plein de choses, en fait, j'ai décidé d'arrêter. Je suis revenue, on va dire, à mes premiers amours qui était la pharmacie d'officine que je trouve hyper intéressante et on pourra en reparler parce qu'on est vraiment au contact des gens. Ça peut paraître bête comme ça, mais c'est quand on est dans le digital, souvent il y a une certaine distance qui se met et là, voilà, on est au contact des patients et notamment au contact de beaucoup de personnes âgées et voilà, donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et au fil de mes rencontres, j'ai rencontré Mathilde, avec qui, du coup, j'ai créé Brainologist. Et je pense que c'est vraiment une super rencontre. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ce projet ensemble. On s'est reconnus sur des valeurs communes et sur l'envie d'entreprendre ensemble. Ouais. Et Mathilde, que j'invite aussi sur le podcast. Oui. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est comme toi, tu es docteur en pharmacie et que Mathilde a plus une casquette business, même si, voilà. On s'est dit qu'on ferait un premier épisode avec toi sur les compléments alimentaires et la longévité de manière générale. Oui. Et qu'avec Mathilde, on ferait un focus santé cognitive, vu que c'est un peu l'objet de Brainologist, tout à fait. Un peu plus. Donc, vous allez avoir 2 épisodes pour tout savoir des compléments alimentaires. Et pour commencer, sur ce, justement, pour toi, un peu, c'est quoi l'enjeu derrière la longévité et surtout avec ton angle et ta casquette un peu de docteur en pharmacie, voilà, comment tu vois ça? Alors, si on regarde un peu les statistiques, c'est vraiment c'est l'angle scientifique très pragmatique. En fait, on sait qu'on vit de plus en plus vieux. On sait aussi que alors notamment en France, avec notre système de sécurité sociale et notre système aussi de retraite, 2 enjeux hyper importants sur la vieillesse ou les personnes âgées, le fait d'avoir de plus en plus de personnes âgées, ok, c'est un fait. Il y a le fait qu'on ne veut pas forcément vieillir, ça c'est un autre fait. Mais le vrai sujet, en fait, c'est que tout le monde est content de vivre longtemps, mais de vivre longtemps en bonne santé. Et c'est vraiment là où je trouve que c'est la différence, c'est que si demain on propose à quelqu'un de vivre jusqu'à 100 ans ou 120 ans, mais dans un état où on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas se déplacer, manger comme on veut, habiter où on veut et être maître de soi-même, de pouvoir se laver tout seul, etc. Je pense que personne n'a envie de ça. Et pour moi, l'enjeu, finalement, il est là. Et je pense qu'on peut faire beaucoup aussi en éduquant, alors c'est bien grand mot, mais en éduquant les gens. Aujourd'hui, par exemple, si on fait l'exemple avec les maladies cardiovasculaires, je pense qu'on peut même prendre quelqu'un qui a 10-15 ans, il sait que, par exemple, telle chose, c'est bon pour son cœur ou c'est mauvais. L'idée, ce serait de faire pareil, en fait, sur son cerveau et sa santé en général. Ouais. Et donc ça, c'est hyper important. Ok. Ah oui, c'est pour ça que moi, j'ai fait cette série, parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir mis le doigt dans un truc de connaissance, et beaucoup de choses aussi. Cette série, elle me semble importante, parce qu'il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'on prend encore aujourd'hui pour de la fatalité, ou pour... de toute façon, on n'a pas le choix. On va, à un moment, avoir les maladies qui sont liées au vieillissement, etc. Et ce que j'entends, c'est que, même si, après, on ne peut pas tout contrôler, c'est pas le but de tout contrôler, mais de se dire comment est-ce que moi, je prends soin, entre guillemets, de ce qui m'incombe. En fait, c'est vrai que dans toutes les maladies, il y a toujours des facteurs génétiques, c'est-à-dire des facteurs qui sont en nous, ou même, en fait, certains supposent qu'à la naissance, on aurait peut-être déjà, via notre ADN, si on était vraiment capable de le lire tel un livre ouvert, de dire, ok, au bout de X années, on va développer X maladies, etc. Ça, c'est une partie qui est vraie, mais il y a tellement de facteurs sur lesquels on peut jouer, je trouve que ce serait réducteur de se dire, c'est la fatalité, à ce moment-là, ne faisons rien. Et puis surtout, toute la révolution de l'épigénétique qui quand même a montré ça. Et dans ce cadre-là, pourquoi les compléments alimentaires? Parce que donc, on comprend que l'enjeu, en tout cas pour ceux que ça intéresse, c'est de se dire comment je prends soin de ma santé pour vivre plus longtemps en bonne santé. C'est pas forcément vivre plus longtemps dans l'absolu, mais en bonne santé. Et dedans, les grands classiques, et ce que j'ai beaucoup abordé dans les épisodes précédents avec mes autres invités, c'est le sommeil, le sport, la nutrition. Oui, hyper important. Tout à fait. C'est des grands classiques et c'est du bon sens paysan, même si maintenant il y a plein d'études qui montrent que. Donc, ok, on comprend en fait que pour ceux dont c'est l'enjeu de se dire, on a aujourd'hui une grande marge de manœuvre pour vivre plus longtemps en bonne santé. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de vivre... on n'est pas dans un truc où on veut rester vivre éternellement, mais c'est juste se dire... Moi, j'aime bien, il y a une de mes invitées qui a dit la question très pragmatique, c'est est-ce que je veux porter mes petits-enfants quand j'aurai 80 ans? C'est une question simple, voilà, et c'est ça le truc. Et ce que j'ai beaucoup vu avec justement dans les épisodes précédents avec les invités que j'ai eus sur la longévité, c'est les grands classiques. Sommeil, nutrition, sport. Déjà, ça, c'est énorme. Et justement, je voulais ajouter un petit dernier qui peut être, on va dire, c'est le petit frère de la nutrition, sur comment est-ce que les compléments alimentaires peuvent jouer un rôle là-dedans. Et déjà, peut-être avant de rentrer dans le détail,
pourquoi est-ce que la nutrition suffit pas? Parce qu'on pourrait se dire, si on mangeait hyper bien, on n'aurait pas besoin de compléments alimentaires. Tout à fait. Mais en fait, je pense qu'il y a 2 réponses. En fait, moi, j'ai accepté le fait de ne pas être quelqu'un de parfait et de ne pas pouvoir... On peut avoir accès à ce savoir et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour bien manger, bien dormir, bien faire son sport, sa séance, etc. Mais je trouve qu'en fait, la vie nous rattrape et c'est ça aussi qui est formidable, c'est qu'on ne peut pas être quelqu'un de parfait tout le temps. Et du coup, moi, j'ai accepté de ne pas être parfaite et je trouve que d'avoir ce supplément, cette chose qu'on peut prendre en plus qui vient nous aider justement à combler ce dont on a besoin, c'est là où ça devient intéressant. Tu me posais la question tout à l'heure de dire finalement pourquoi cette industrie et pourquoi les compléments alimentaires, notamment quand on vient de la pharmacie, qui est quand même... la pharmacie, on va dire que c'est un paradoxe, on est dans le métier du médicament. Et la vraie différence, on l'a dit, mais j'insiste, c'est finalement les médicaments, le but c'est de guérir une maladie. Et moi j'ai envie de me dire, j'ai pas envie d'attendre qu'il soit trop tard, en fait, je veux agir avant. Et c'est là où on a beau bien se connaître et bien connaître sa nutrition, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour être mieux. Ça peut être à un moment de sa vie, ça peut être selon son âge, ça peut être à un moment de l'année aussi, ça peut varier, ça peut être aussi à un moment, un jour plutôt qu'un autre. Il y a vraiment beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer qui peuvent être apportées par l'alimentation. Sauf que le quotidien et la façon dont on vit fait qu'en fait, si on regarde vraiment les nutriments dont on a besoin et notamment les bons dosages, c'est compliqué d'avoir ça avec notre alimentation d'aujourd'hui. Et moi, ce que je comprends, parce que même les champions du monde en nutrition qui font hyper attention, qui se préparent à manger, qui mangent que des trucs, on va dire, bio, plein de légumes, tout ça, même eux peuvent avoir des carences et que même eux pourraient nécessiter des compléments alimentaires. Est-ce qu'il y a des... Enfin, moi, je sais pas, j'ai lu avant notre épisode, justement, pour préparer, qu'apparemment, il y a aussi un enjeu d'appauvrissement des sols, de chaîne, entre guillemets, quand nous, on va acheter nos légumes au supermarché, ils ont déjà passé je sais pas combien de temps. Donc, même si on était champion du monde en nutrition, il y a des chances qu'il y ait des trucs qui nous manquent, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, si on regarde l'alimentation, en fait, il y a toujours plusieurs façons de la regarder. Il y a, on va dire, le côté macroscopique. On va se dire, OK, est-ce qu'on mange de la viande, des légumes? Ça, c'est vraiment le côté très, très macro. Quand on précise, si par exemple, on prend l'exemple de la viande, on va parler des protéines ou des acides gras, et plus on creuse et plus on va vers le petit, et plus finalement, on va s'intéresser aux nutriments. Et c'est pour ça qu'on parle de macronutriments, micronutriments. Après, on rentre dans les vitamines, les minéraux, voilà. Donc même avec toutes ces informations, en fait, si on regarde, et c'est pareil, c'est très pragmatique et très statistique, il y a plein d'études qui montrent ça, et souvent ça peut être fait soit par des organisations qui sont environnementales, puisqu'en fait elles défendent des lobbies qu'on peut aimer ou pas aimer par ailleurs, mais elles sont là pour regarder les statistiques, que ce soit en France ou dans d'autres pays, et on va regarder ce qui se passe au niveau de nos sols. Et oui, en fait, le fait d'avoir fait beaucoup d'agriculture, c'était nécessaire parce qu'il y avait plus de population, mais du coup ça peut appauvrir les sols. Oui, l'agriculture biologique répond à une certaine partie, mais pas forcément à tout. Et puis même, je pense qu'il y a une vraie question aussi de coût et de coût de l'alimentation, encore plus maintenant, que ce soit en France ou même dans d'autres pays qu'on appelle développés. Voilà, ça pourrait être un sujet à part entière. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de... Aujourd'hui, si on va cultiver, je sais pas, on va prendre un exemple sur, je sais pas, par exemple, une tomate. On peut avoir une tomate française ou une tomate espagnole. Déjà, il y a plein d'espèces de tomates qui existent, qui sont différentes. Toutes n'ont pas la même composition. Et c'est là où ça devient intéressant, la micronutrition, c'est de savoir, OK, quelle est l'origine ? Où est-ce que ça va pousser ? Mais surtout, si j'en retire un actif qui m'intéresse, en fait, comment il a été extrait ? Comment aujourd'hui je le consomme ? Est-ce que je peux le consommer dans une dose intéressante pour mon corps en prenant directement le fruit ou le légume ? Et là, OK, super, allons-y. Mais parfois, il faut une dose beaucoup plus importante. Et c'est là où la micronutrition et les compléments alimentaires sont hyper intéressants. C'est que souvent, on peut venir concentrer en fait un actif d'intérêt à une dose bien supérieure à ce qu'on pourrait manger. Franchement, des exemples, j'en ai à l'appel. Mais si je te ferai un exemple sur... on parle beaucoup des myrtilles délicieux. Là, si on regarde au supermarché du coin, très souvent, les myrtilles viennent du Pérou. Je ne rentre pas dans le débat de l'écologie, de ça vient de loin, etc. Mais pourtant, les myrtilles, c'est un ingrédient hyper intéressant. C'est très riche en antioxydants. Mais si tu veux avoir en fait une super dose d'antioxydants dans ta journée, à moins de consommer des milliers de myrtilles tous les jours importées de je ne sais pas quel pays, c'est compliqué. Donc c'est là où je trouve prendre en complément alimentaire, c'est plus faisable. Exactement. Ok, ça c'est effectivement, j'avais pas cette dimension aussi en tête de la quantité nécessaire qu'il faudrait. Et donc ce qu'on entend, c'est que évidemment, on vous dit pas prenez des compléments alimentaires et mangez n'importe quoi. Non. On dit juste la nutrition c'est un pilier, mais les compléments c'est un complément comme on l'a dit. Exactement. Ok, hyper intéressant. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, sur... si on regarde spécifiquement... avant, on va essayer de lister un peu après
les compléments intéressants, mais un peu le rôle des compléments dans vraiment sur le vieillissement ou sur justement le ralentissement du vieillissement des cellules, etc. Qu'est-ce que... Alors, pareil, je trouve que c'est. J'ai assisté là récemment, il y avait un colloque d'ailleurs sur le fait de bien vieillir, que je trouve hyper intéressant. C'était un regard de scientifique. Et du coup, c'est vrai que ça me parle, c'est que souvent on parle d'anti-âge, alors on en parle même dans les cosmétiques, etc. Et on le voit un peu dans son aspect global. Je me sens vieux, ou j'ai l'air vieux, ou j'ai l'air vieille, enfin voilà. Ouais. Et en fait, avant de le voir sur un organisme entier, c'est important de le considérer c'est ce que tu viens de dire, mais en tant que cellule. Et c'est là, en fait, selon le type de cellule, le vieillissement d'une cellule, finalement, on se rend compte, c'est tout bête, mais que c'est souvent les mêmes mécanismes physiologiques qui sont impliqués. Et c'est là où ça devient intéressant de voir comment, avec notre alimentation, en fait, on peut venir soit lutter contre, soit lutter pour, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça, en fait, finalement, on en revient pareil à cette vue, entre guillemets, une vue macro versus une vue micro. Et c'est aussi des choses qui prennent du temps. C'est pour ça que dans les compléments alimentaires, souvent, on va nous poser la question, mais du coup, je fais une cure, je fais quoi 5 jours? Parce qu'en fait, les gens veulent un effet tout de suite, vu qu'on est dans l'instantané, on est pressé. Oui, mais l'anti-âge, c'est comme l'âge, ça prend du temps. Donc, avant d'être dans l'anti, il faut être dans le pro, en fait. Voilà, ça prend du temps. Et en tout cas, voilà, il y avait ce côté, le complément qui va amener le nutriment qu'il faut à la cellule et que c'est ça l'enjeu. Exactement, tout à fait. Ok. Et tu me disais au téléphone aussi que c'était super important pour toi, donc tu l'as dit, je suis revenue à mes premiers amours en pharmacie d'officine. Pourquoi toi tu penses que justement le pharmacien d'officine, il a un rôle hyper important dans tout ça? Moi, souvent, ce que je décris ça, c'est que, en fait, en France, dans notre système, on a un souci, on a un problème, on va en parler à son docteur, qui, en plus, malheureusement, avec le manque de spécialistes, souvent, c'est un docteur généraliste, parfois un médecin famille qui nous connaît, qui connaît notre historique, notre famille, etc. Et c'est très bien, mais le médecin, son rôle, voilà, c'est de poser un diagnostic face à une maladie. Là où le pharmacien d'officine, au final, c'est le pharmacien d'à côté, celui qui est pas loin, à qui on peut venir demander un conseil gratuitement et du temps gratuitement, et je trouve ça très bien. Et c'est vraiment lui qui, je pense, souvent est la première porte d'entrée de se rendre compte quand les personnes ont un certain mal-être. Et quand on fait les études de pharmacie, moi, ce qui m'a plu dans ces études, et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie, c'est qu'en fait, on apprend comment le corps fonctionne. Et on le fait système par système. Le système endocrinologie, le système cardiovasculaire, le cerveau, etc. Et en fait, quand quelqu'un vient nous voir à la pharmacie, on peut lui dire « Oui, monsieur ou madame, vous avez un problème, allez voir votre docteur. » Des fois, c'est le cas et il faut le faire. Mais il y a aussi plein de fois où, en fait, en étant naturel, en mettant des conseils simples dont on a parlé, ou ça peut être d'autres, en fait, on peut parfois aider les personnes, ou juste faire aussi une première partie d'écoute, parce que parfois l'écoute, c'est aussi très important, et les aider à notre échelle avec des conseils simples à mettre en place. Et c'est ça que moi j'aime bien, c'est d'être ce premier relais, et souvent aussi les gens se confient à nous. Alors bien sûr, on a le secret médical, mais je trouve que c'est assez intéressant. Alors, il faut aimer les personnes, c'est certain. Mais en tout cas, voilà, tu dis déjà, c'est un conseil gratuit, proche de chez nous, qui connaît déjà pas mal de choses. Et parfois, on a, vu ce qu'on va dire au pharmacien, il va savoir nous diriger avant même d'en arriver à être malade. Et un point important aussi, c'est que quand on finit les études de pharmacie, en fait, on fait le serment de Galien, et en fait, on a un devoir déontologique de ne pas nuire. Et je trouve que c'est un point hyper important, parce que dans notre quotidien, on peut se dire « Ah, ce vendeur est un charlatan, il va vouloir me proposer quelque chose ». Mais intrinsèquement, quand on a fait ces études et quand on a fait ce serment, voilà, on a un devoir de ne pas nuire. Et donc, on va vers le prochain pour l'aider. Et en tout cas, moi, c'est ça qui m'anime et c'est ça que j'essaye de perpétuer au quotidien. Justement, ça, c'est intéressant que tu le rappelles. C'est pas du tout l'image qu'on a des pharmaciens, je te le dis. Breaking news. En fait, on voit plutôt le côté business, et je trouve que ça fait un lien avec le côté complément alimentaire où... Enfin, je veux dire, il y a des tonnes de dérives, il y a des tonnes de... Enfin, en tout cas, l'image aussi que j'ai, c'est... Il y a plein de compléments alimentaires qui sont pas bien dosés, qui sont pas testés, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et limite, moi, je me dirais, est-ce que le pharmacien peut me conseiller et me dire, tiens, prends cette marque, prends pas cette marque ou, Tout à fait. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même une image qu'il y a un énorme business derrière, que ce soit les compléments ou la pharmacie de manière générale. Toi, tu nous rappelles que quand même, vous prêtez serment et que c'est pas du tout le... C'est ça. Après, il y a aussi la réalité derrière qu'aujourd'hui, en fait, les pharmacies d'officine en France, ça va pas aussi bien que ça pouvait aller il y a quelques années. Il y a quand même beaucoup de pharmacies qui ferment. Et on s'est aussi montré que dans les 10 prochaines années à venir, il y a de moins en moins de pharmaciens d'officine. Et à juste titre, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais ça reste le fait d'être au contact des patients au quotidien. Parfois, c'est pas tous les jours facile. Et on est aussi dans un rôle de conseil par rapport aux ordonnances ou d'interaction et de médicaments. C'est beaucoup plus parfois grave finalement qu'un simple complément alimentaire. Je préfère quand même le redire, mais voilà. Ouais. Et puis la réalité aussi, c'est que la façon
donc tu fait la pharmacie en France avec toujours ce système de sécurité sociale, de remboursement, de prescription, au final, pour les personnes qui sont titulaires d'une pharmacie, les décisions sont souvent des décisions business, comme tu le disais. Mais oui, parce qu'en fait, un grand laboratoire qui a une force télévision, c'est ce que les gens vont venir nous demander à la pharmacie. Et donc, parfois, ce fameux conseil gratuit, il n'est pas forcément recherché non plus pour autant. Certains, je pense, sont à l'écoute et parce qu'ils sont curieux, etc. Et ils le prennent ou ils le prennent pas. Et de toute façon, c'est gratuit, donc voilà. Mais d'autres, c'est plutôt parce qu'ils ont vu quelque chose à la télévision qui vont être tentés par une marque ou une solution. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien, mais du coup, ces grandes marques qu'on voit à la télévision de compléments alimentaires, c'est quoi derrière ? C'est des laboratoires pharmaceutiques. Donc, c'est... Après, il y a de la déontologie, la pub est très encadrée sur les médicaments, que ce soit à la télévision, et pareil, sur les compléments alimentaires. Pardon, je fais un petit aparté, mais je trouve que c'est important. Ce que tu dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires, il y a beaucoup de gens qui font un peu n'importe quoi, notamment sur Internet, il faut faire attention. Mais aujourd'hui, en France, on a quand même l'une des réglementations les plus strictes sur ce marché-là et je trouve ça hyper intéressant. En fait, au niveau de la réglementation, c'est vraiment très différent de faire un produit alimentaire qui est en anglais, parce que c'est sur le niveau européen, c'est food, un food supplement qui est du coup vraiment pas du tout pareil en termes de régulation que de faire un médicament. Et en fait, au niveau européen, c'est hyper intéressant puisque voilà, nos 27 pays se sont harmonisés pour dire on va donner ce qui s'appelle une guidance. J'arrive pas à trouver une traduction de ce mot, mais en gros, voilà, une sorte de guide. Nation, on fait c'est ça. Mais c'est une sorte de guide en fait en disant moi, en gros, si je devais parler d'une seule voix en tant qu'Europe, voici ce qu'il faudrait faire. Et ça, c'est accessible à tout le monde sur Internet hyper facilement. Ça s'appelle notamment le Novel Food Catalogue. Voilà, quand il y a des innovations en nourriture, donc en food ou en food supplement, ça arrive dans ce Novel Food Catalogue et il y a des gens qui se réunissent et qui déterminent si, ok, c'est bon pour la santé, oui ou non, et surtout, est-ce que c'est dangereux, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse, est-ce que c'est toxique ou pas. Une fois qu'on a dit ça, c'est très bien, c'est très gentil, mais au final, c'est chaque pays qui vient poser sa propre régulation. Et c'est là, nous, en France, avec l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, ils travaillent beaucoup sur ce sujet-là, beaucoup avec le SYNAGET, qui est le syndicat en fait, des compléments alimentaires. Et on a pas mal de réglementations, donc qui se rajoutent à celles de l'Europe, et aussi de régulation, c'est-à-dire des instances qui sont là pour venir contrôler. Sauf que, comme tu l'as dit, il y a des marques tellement partout et des marques qui se lancent tous les jours qu'ils n'ont pas forcément les moyens nécessaires pour aller contrôler tout le monde. Et c'est normal. Mais l'information qui est intéressante, c'est que depuis la rentrée, donc la rentrée 2024, il y a une plateforme en ligne qui s'appelle Comple Alim, Comple avec un petit apostrophe. Ça, on va le mettre dans les liens de l'épisode. Qui permet en fait de venir voir en fait est-ce que le complément alimentaire que vous avez vu par exemple sur Internet est déclaré ou pas. Et du coup, c'est assez intéressant. Ça permet d'avoir un premier niveau d'information du consommateur. Et pareil, c'est accessible à tous. Donc il y en a qui ne sont pas déclarés, déjà on les évite. Déjà, exactement ça. Et ceux qui sont déclarés, a priori. Après, moi, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que donc il y en a qui sont déclarés, etc. Effectivement, il y a le truc faisons attention parce qu'on achète beaucoup de choses sur Internet. Mais qu'il y en a, par exemple, qui ne vont pas être dosés. Oui. Et j'insiste, sur la déclaration, apparemment, c'était pas obligatoire. En fait, c'était obligatoire, mais comme c'était pas visible en ligne, il y avait un espèce de flou. Maintenant que c'est très visible en ligne, enfin, avant, on avait une obligation de déclaration, mais sans que personne accède à cette liste. Maintenant, on a la liste, donc je trouve que c'est plus facile. Et oui, et sur le dosage, justement, alors, c'est le rôle de la déclaration de s'assurer qu'on est dans les normes acceptables. Encore une fois, on parle d'un pays, c'est-à-dire que si aujourd'hui on parle de la France et de vendre en France, si demain on voudrait vendre en France, en Italie et je sais pas moi en Espagne, les normes sont pas les mêmes. Donc déjà, c'est un vrai savoir-faire. Et ensuite, après, oui, la dose, pour moi, ça va vraiment au-delà de la dose finalement toxique, parce que je pense que... peut-être un peu crédule, mais je pense que personne veut mettre sur le marché un produit toxique pour les gens. En tout cas, ça, c'est pas ce qui m'inquiète. Moi, j'ai peur des produits qui servent à rien. Voilà, et c'est plutôt ça. C'est soit mettre une dose pas suffisante, soit mettre une dose, ok, certes intéressante, mais pas avec les bons ingrédients en face, et donc ça crée des choses... C'est pas assimilable. Il paraît que des fois, c'est pas assimilable par le corps, qu'on prend des vitamines, mais qu'il se passe rien, quoi, qu'on les recrache. C'est ça. Ou des fois aussi, c'est avoir le mauvais conseil, j'ai envie de dire, d'entrée, c'est qu'au final, on pense avoir besoin de vitamines, et finalement, c'est pas tellement ça dont on avait besoin. Et donc, c'est pour ça aussi que l'effet finalement attendu est souvent déceptif, parce que c'est le point de départ en fait qui a été mal choisi. Ouais, je comprends. Et je refais quoi à ce que tu dis. Je parlais tout à l'heure des laboratoires pharmaceutiques. Je vais donner un exemple sans citer aucune marque, parce que toutes les marques se valent en soi sur les marques de pharmacie. C'est qu'on va souvent avoir des allégations en mode multivitamine, et il y aura marqué immunité boost énergie, etc. Ça, c'est du marketing. C'est du marketing, mais comme il y a une réglementation derrière, ils ont le droit. Et donc, du coup, si on a un consommateur et qu'on va dire qu'on ne comprend rien à ça, on voit immunité, on se dit « Ah bah super, du coup, je vais prendre ça et ça va booster mon immunité. Mais c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Moi aussi, ce qu'on m'a beaucoup dit, parce que j'ai mes conseillers pour acheter mes compléments, c'est qu'il vaut mieux éviter, il vaut mieux prendre au lieu de prendre un cocktail avec plein de choses, qu'il vaut mieux prendre...
Alors, je comprends. Ouais. Je trouve... Alors, moi, j'ai envie de dire non, mais c'est mon point de vue très personnel. Mhm. En fait, souvent, bien sûr, si on est soit naturopathe ou soit on a une connaissance approfondie des ingrédients, bien sûr que ça peut être intéressant de prendre un mono-ingrédient Mhm. et même de tester sur soi-même en se disant, OK, est-ce que j'ai bien fait mon diagnostic? Est-ce que c'est bien cet ingrédient dont j'ai besoin? Et voir l'effet. En soi, c'est pas totalement... Enfin, c'est cohérent. Mhm. Moi, c'est plutôt, je suis dans cette autre démarche en me disant, finalement, ce savoir, il est pas simple, il est complexe, il nécessite du recul, il nécessite d'y passer du temps. Et c'est pour ça que je suis plutôt dans une démarche de créer des formules sur mesure, en fait, sur un besoin, de dire, moi, j'ai mis, par exemple, 5 ou 6 ingrédients qui vont ensemble et d'expliquer ça. Alors, si on lit la description, c'est peut-être un petit peu long, etc. Mais en fait, j'essaie de donner les billes aux gens, en fait, pour comprendre pourquoi j'ai mis tel ingrédient plus un autre, dans quelle raison et pour quel effet, en fait. Et moi, je suis vraiment dans cette démarche-là de, bien sûr, c'est la transmission de savoir, mais c'est aussi de, faire une formule, en fait, prête à l'emploi qui va correspondre à un besoin de personne. Donc, du coup, mon produit, il est plus niche dans le sens, il va peut-être pas convenir à tout le monde, ça c'est certain, mais en même temps, sur ce besoin identifié, avec un seul complément, du coup, on a tout dedans. Et donc, je pense que d'une certaine façon, on s'y retrouve aussi. Et sur le côté, les formules assimilables, pas assimilables, je sais pas. Alors, j'y connais rien, donc je vais sortir des choses pas. Mais je comprends qu'il y a des choses qui sont un peu liposolubles ou pas liposolubles. Enfin, en tout cas, en fonction de ce qu'on va prendre, il y en a que notre corps va assimiler. Et du coup, oui, j'ai pris de la vitamine D et je vois que j'ai plus de vitamine D dans mon corps. Et il y en a, j'ai pris de la vitamine D, mais ça me fait rien du tout, quoi. Alors, c'est une très bonne question et on peut y répondre pareil de plein de façons différentes. Tu as l'aspect assimilation où ça peut être, par exemple, je prends ma gélule le matin et j'ai l'impression que je ressens quelque chose parce que si on a le ventre creux ou qu'on a pris après le petit déjeuner, on le ressent. Ça, on peut se dire, du coup, c'est pas une très bonne tolérance. Ou pour d'autres, c'est, du coup, je prends ma gélule et finalement, je me sens un peu ballonnée, etc. Ça peut être une sorte d'assimilabilité difficile. Non, moi, tout simplement, de la prise formule. de sang, tu vois que ton taux de vitamine D n'a pas augmenté alors que tu en prends tous les jours, par exemple. Déjà, ça. Et après, au niveau de la formulation, c'est aussi, en fait, quand tu avales un ingrédient, que ce soit un complément alimentaire ou la nourriture, au final, cet ingrédient dans ton corps, il est dégradé. Alors, dégradé, on a l'impression que c'est péjoratif, mais pas du tout. C'est qu'en fait, il est découpé, en fait. C'est vraiment comme un petit ciseau, on vient le couper en petits bouts, et c'est ces petits bouts qui sont absorbés. Donc, c'est là où, du coup, la formulation, ça devient intéressante. Par exemple, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure sur la vitamine B3, on peut avoir plein de formes de vitamines, et selon notre corps et selon comment on l'intègre en nous, et parfois, il y a des formes qui sont plus intéressantes que d'autres, parce que justement, avant qu'elles soient découpées dans notre estomac et dans notre circulation générale, il faut choisir la bonne forme pour que ça ait un vrai impact. Ouais, donc c'est ça, c'est aussi, il y a des formes différentes. Et tu fais une excellente transition. Je me disais que ce serait intéressant pour nos auditeurs qu'on aille justement prendre les grandes familles de compléments et qu'on regarde un peu qu'est-ce qui fait quoi, et que tu nous fasses peu le... Alors moi j'ai fait une petite liste, mais... Grosse liste. Oui, j'avoue qu'elle est grosse. J'ai commencé par tout ce qu'on met derrière antioxydants. Donc il y a des trucs connus, vitamine C, vitamine E, après il y a des trucs que je connais pas. Là, je suis en train de lire mes notes, du coup. Glutation. Glutation, CoQ10. C'est le coenzyme Q10. Ok, vas-y. Alors, sur les antioxydants, qu'est-ce que tu peux dire dessus ? Moi, j'aime bien revenir au début. En fait, si on regarde ce qui se passe quand on parlait tout à l'heure des cellules et des cellules qui vieillissent, on parle de la sénescence, comme la sénescence pour les personnes âgées, la sénescence des cellules. En fait, dans les mécanismes qui sont impliqués, dont on parle beaucoup, on parle de l'oxydation des cellules. Donc, on peut le dire de plein de façons différentes. Et souvent, cette oxydation, on a le mot oxyde comme oxygène. Et en fait, c'est dû, on appelle ça, c'est souvent les espèces, en français, c'est espèces réactives de l'oxygène. Et cette oxydation, elle est normale, c'est pas... mais parfois, elle peut pencher dans le côté où si on a trop, du coup, c'est pas bon. Donc ça, c'est une première partie de vieillissement des cellules et c'est normal. Si on prend l'exemple, pour faire une belle métaphore, de la peau qui bronze au soleil, au bout d'un moment, notre peau, elle se desquame et c'est normal. Il faut qu'elle se desquame, ça fait partie de la régénération cellulaire et c'est tout à fait normal. Mais c'est quand on a trop d'oxydation cellulaire que ça commence à être moins bon. Ça, c'est une première partie de la réponse. Et une autre partie de la réponse qui est très impliquée dans le vieillissement, c'est l'inflammation. Donc j'en reviens à nos ingrédients. Quand on parle d'antioxydants, alors déjà, tous ne se valent pas. Une façon pragmatique de le mesurer et scientifique, parce que c'est ce que j'aime bien, on va parler de ORAC. En fait, ORAC, on peut par exemple pour un extrait de myrtille, de framboise, mesurer en fait le taux d'antioxydants de nos extraits issus de notre fruit. Parce qu'encore une fois, pareil, si on prend un fruit qu'on prend juste tel quel, dedans il a plein de petits composés, si on le découpe avec notre petit ciseau, voilà. Et en fait, ces antioxydants, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que l'idée, c'est de lutter contre cette oxydation excessive. Et cette oxydation excessive, elle peut être due à plein de choses. Ça peut être bien sûr nos modes de vie. Bon, là, je pense que j'apprends rien à personne, mais par exemple, le tabac, ça oxyde les cellules, c'est pas très bon. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, par exemple, le fait de se sentir avoir un stress chronique, parce qu'on stress oxydatif, finalement, c'est pas exactement, c'est vraiment à l'échelle finalement cellulaire versus stress chronique, c'est plutôt un état d'esprit et c'est quelque chose dans lequel
on se sent pas bien, hein, mais voilà, c'est un état global. Et oui, et c'est là où on peut venir agir avec les antioxydants. Et si on plonge un peu dans ces molécules, alors la vitamine C, oui, hyper intéressant aussi pour l'immunité, mais c'est un grand classique, c'est aussi un grand classique de l'énergie. On en manque pas mal. Je ne vais pas faire le parallèle avec les oranges qui contiennent plus assez de vitamine C, mais clairement, voilà, il faudrait prendre un immense jus d'orange le matin pour avoir une forte dose de vitamine C qu'on peut avoir finalement assez facilement avec un complément alimentaire. Donc là, typiquement, c'est un bon parallèle. Et si tu prends les autres, moi, j'aime bien l'exemple du coenzyme Q10, puisque je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Le coenzyme Q10, c'est quand même l'une des stars des ingrédients anti-âge en termes de cosmétiques. Je n'ai jamais entendu parler du coenzyme Q10. Je ne citerai pas de marque, mais vraiment, c'est quelque chose, en tout cas, quand j'étais étudiante, donc il y a quelques années, vraiment une grande star, on voyait plein de choses sur le coenzyme Q10, et justement, c'était écrit CoQ10 avec ce nom un peu scientifique, etc. Et je trouve ça intéressant parce que ça commence à arriver dans les compléments alimentaires. Le statut de l'Europe, je trouve assez intéressant puisqu'ils ont tous les claims qui avaient été supposés sur l'aspect anti-âge, etc., même bon pour le cerveau du coenzyme Q10, ils ont été annulés au niveau européen. Ils ont considéré qu'on ne pouvait pas dire que c'était OK pour faire ces claims-là. Ouais. Cependant, dans d'autres pays du monde, notamment le Japon, cet ingrédient est prescrit en tant que médicament. Donc, je trouve déjà c'est hyper intéressant. Médicament, carrément. Ouais, médicament contre quelle maladie ? Les maladies liées au vieillissement. D'accord. Parce qu'en fait, c'est ça. Tout à l'heure, on parlait du vieillissement global, mais en fait, parfois, c'est en vieillissant, on est plus à facteur de développer certains types de maladies. Ouais. Et là, justement, c'est prescrit par les médecins. Donc là, je trouve ça hyper intéressant. S'ils le prescrivent, c'est qu'il y a un bien fondé derrière. Et aussi, si on regarde un peu la recherche scientifique sur cet actif-là, souvent, c'est un actif qui, on va dire, il va être en cothérapie, il va pas être tout seul. Et c'est là où il est plus intéressant. Et donc, je reviens à mon idée de départ de dire on va faire une formule avec plusieurs actifs qui agissent en synergie. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est vraiment les bons actifs au bon dosage et qui agissent en synergie. Ok, donc en tout cas, voilà, il faut quand même un truc de synergie, un élément de synergie, c'est important. Et là, ce que tu ajoutes, c'est l'antioxydant, c'est vraiment ce qui permet à nos cellules de moins s'oxyder. Oui, c'est ça. Tu parlais aussi d'inflammation. Est-ce que les antioxydants jouent sur l'inflammation ? Alors, je ne peux pas être aussi réductrice. En gros, le fait qu'on ait de l'inflammation dans le corps, c'est normal. Par exemple, on tombe malade, on a de l'inflammation, c'est normal. Et c'est pareil, encore une fois, c'est naturel. Le mot naturel ne veut pas dire que ça vient de la nature, mais je veux dire, il ne faut pas lutter contre tout ce qui se passe dans notre corps. Notre corps est bien fait, il faut lui faire confiance. Mais pareil, c'est ça, c'est toujours souvent une histoire de déséquilibre. Quand on a trop d'inflammation et qu'on n'arrive pas à l'arrêter, c'est là où c'est intéressant, en fait, de prendre des substances qui viennent agir. Mais ce serait réducteur, en fait, de dire que notre système immunitaire, c'est de l'inflammation et du coup, il faut aller contre. Enfin, c'est juste une question de dosage, comme tu dis. Oui, c'est ça. Ok. D'autres choses à dire sur les antioxydants ou... Non, je pense qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'ingrédients. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients issus de la nature auxquels on a accès aujourd'hui facilement, que ce soit d'un point de vue culture et extraction d'actifs. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, c'est que c'est une source accessible et... Quand je dis pas la plus chère, c'est que c'est à notre portée de la développer et d'avoir quelque chose de très concentré. Ouais. Et là, ce qu'on entend, c'est que je peux manger 1 kilo de framboises tous les matins, ce qui est cool. Mais ça fait beaucoup. Même un coup. mais voilà, il y a peut-être une question de dosage qui fera que autant manger mes framboises, avoir un repas équilibré et rajouter un complément. Tout à fait. Ok. Après, j'ai dans ma liste les acides gras essentiels. Donc, on parle beaucoup d'oméga 3 qui sont connus. Tout à fait. Je sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs, les oméga, il y en a aussi d'autres. Alors, il y en a plein, pareil, les acides gras, c'est une très 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 grande famille. Les oméga 3, on en parle beaucoup, c'est donc super intéressant pour le cerveau. On nous parle de EPA, DHA pour cacher des noms qui sont un peu barbares d'acides, etc. Mais si on est dans une alimentation qui, pour le coup, est équilibrée, ou le fameux régime méditerranéen, et il y en a pas mal, on arrive en fait à apporter ces oméga 3, souvent pas en quantité suffisante, et c'est là où ça devient intéressant de supplémenter pour la santé cardiovasculaire, ou aussi la santé des yeux, donc quelque chose qui préoccupe aussi beaucoup de personnes âgées. Il y a beaucoup de demandes d'ailleurs en pharmacie d'officine sur ça, donc c'est intéressant. Et sinon, il existe pour le coup des sources en fait, et c'est plutôt les poissons gras, donc il y a des techniques, par exemple, faire un poisson gras par semaine, ça peut être des poissons en boîte, ce genre de choses. Après, moi je suis végétarienne, je mange même pas de poisson, donc... c'est là où ça va être une graine de lin, tout à fait. Je suis la copine des graines de lin. Après, il faut mettre des graines de lin partout. Ah oui, t'inquiète, j'y vais à fond. Mais en tout cas, voilà, toi, tu dis que déjà pour les gens qui mangent du poisson, des poissons gras, ça peut marcher une fois par semaine. Sinon, il y a dans l'alimentation d'autres choses, donc on parle des graines de lin. Et sinon, évidemment, complémenter un peu. Mais c'est pas, ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément... Autant il y a peut-être des compléments où...
a priori, statistiquement, tu vas avoir besoin de complémenter. Autant là, j'entends que c'est pas forcément une nécessité. Bah, disons que moi, je suis partagée en fait. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont vous dire ah oui, moi au quotidien, tous les jours, je vais prendre ma dose d'oméga 3 pour être sûre de ne pas en manquer et ma dose de vitamine D par exemple. Et oui, il y a une partie qui est fondée, mais aujourd'hui, le fait que tu ajoutes tes oméga 3 ou pas, est-ce que tu le ressens au quotidien? Et c'est là où j'en suis pas convaincue en fait. C'est là où finalement, pour moi, on vient relier en fait deux mondes, le monde de la prévention, et c'est vrai que c'est intéressant, mais essayons de l'apporter par la nutrition, et en même temps le monde du quel est le bénéfice que j'en ai ressenti, est-ce que vraiment je me suis sentie mieux. Ouais, c'est pour ça que je suis un peu partagée. Ça marche. Et si je rajoutais un petit truc, excuse-moi, ce qui est hyper important, tu disais tout à l'heure, c'est que les oméga 3, en fait, c'est huileux, c'est lipophile. Donc, lipophile, ça aime le gras. Donc, en fait, tu es très contraint. Une partie du moment où tu fais un complément alimentaire avec des oméga 3, tu peux pas mettre grand-chose en plus dedans. Tu peux pas aller sur les poudres, etc. C'est pas compatible. Et donc, c'est là où c'est un peu aussi bloquant, je trouve, en formulation. D'accord, en formulation, ouais. Ok. Après, les vitamines du groupe B. Oui. Alors ça, tu avais commencé à en parler. Tout à fait. Alors, il y a plein de vitamines du groupe B. Elles sont très impliquées dans plein de processus dans notre corps. C'est pour ça que, par exemple, si quelqu'un va faire, je donne un exemple vraiment hyper courant, mais le magnésium, on va toujours magnésium, vitamine B6, parce que la B6, c'est un cofacteur de magnésium. L'un sans l'autre, ça marcherait pas bien. Donc, en fait, on les met systématiquement ensemble. Donc, les vitamines du groupe B... Alors, attends. C'est quoi un cofacteur ? En fait, un cofacteur, c'est un beau terme pour dire que l'un agit avec l'autre. En fait, le fait d'avoir la vitamine B6, ça permet que le magnésium soit mieux absorbé en fait, au niveau de notre corps, au niveau de notre organisme. On s'est rendu compte que ça fonctionnait mieux. Donc maintenant, c'est très, voire vraiment anecdotique de retrouver un complément de magnésium sans vitamine B6. D'accord. Donc en fait, sans B6, le magnésium, il marcherait moins bien. Enfin, il ne serait pas assimilable et vice-versa. Voilà. Ok. Ça, c'est la première information. Je vais regarder sur ma boîte de magnésium s'il y a de la B6. Je pense que oui. Peut-être que c'est pas mis en avant marketing, mais c'est forcément derrière. Voilà. En plus, c'est sur des doses. Il faut vraiment pas beaucoup de B6. C'est 1,6 mg, je crois. Donc, c'est vraiment pas grand-chose à rajouter dans sa formule pour que ça fonctionne bien. Ça, c'est une première partie. Et après, là, on parle beaucoup, donc bien sûr, sur mon sujet, sur le côté cérébral, les vitamines du groupe B3. Et là, on essaie plutôt... C'est une autre façon de faire, en fait, c'est que ce groupe de vitamines, il y en a une vingtaine, en fait, avec plein de noms un peu barbares. En fait, ça participe à l'énergie des cellules. Et on en revient, en fait, une cellule qui vieillit, c'est une cellule qui fonctionne moins bien, qui produit moins d'énergie. Et là, en fait, en venant apporter des précurseurs de cette vitamine, parce qu'en gros, si on absorbe cette vitamine telle qu'elle, que ce soit même en perfusion de cette vitamine, ça marche. On s'est rendu compte que ça marchait pas très bien, parce que voilà, y a plein d'études qui testent ça. Donc, on donne des précurseurs de cette vitamine. Et là, ça marche un peu mieux pour justement apporter plus d'énergie aux cellules. Donc, typiquement, c'est comme, je sais pas moi, quelqu'un qui est en bout de course du marathon, hop, on lui apporte justement ce regain d'énergie et du coup, il arrive à finir sa course. C'est un peu le même principe. Ok. Après, il y a la fameuse B12, dont on conseille aux véganes et aux végétariens de faire attention à en manquer. Mais de ce que je comprends, même les gens qui mangent de la viande, en fait, on est très nombreux à être carencés. Oui, bien sûr, oui. Mais peut-être juste avant, là, ce que tu me dis sur la B3, ça m'évoque... moi, je prends pas de la B3, enfin pas comme ça, mais je prends un truc qui s'appelle... c'est un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Oui. Et justement, mon pote qui m'avait rencardé m'avait dit... c'est un acide aminé qui permet de transformer ce qu'on mange en énergie, qui permet de produire de la mélatonine pour dormir et qui permet de produire de la sérotonine. Moi, personnellement, tryptophane, j'adore. Okay. Et il avait résumé, le mec, j'ai dit, waouh, t'es bon en marketing. Il m'a dit, globalement, tu prends du tryptophane, t'es plus heureux, t'as plus d'énergie et tu dors mieux. En fait, le tryptophane, c'est un acide aminé qu'on va retrouver dans différents aliments. Par exemple, moi, j'aime beaucoup cette histoire, je la raconte beaucoup. Mais le tryptophane, c'est ce qu'on trouve dans la dinde, en fait. Et du coup, c'est ce qui parfois aussi nous fatigue et nous donne cette journée de dire, on est repu, on se sent bien, c'est grâce au tryptophane. Et en dans fait, les pois chiches aussi, je crois beaucoup. Oui, voilà, aussi dans les pois chiches. Et le tryptophane, en fait, c'est un précurseur de sérotonine. La sérotonine, c'est l'un des neurotransmetteurs qu'on a, qui est impliqué dans plein de processus et dans plein de choses au niveau de notre cerveau. Et du coup, c'est sûr que manquer de tryptophane, ça peut faire qu'on dort aussi moins bien, ça joue sur notre humeur. Donc voilà, c'est toujours, franchement, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais à cette vision finalement macro, entre macro, comment on se sent au global, versus micro, qu'est-ce qu'on a fait pour changer ça. Et oui, le fait de la porter comme ça, en fait, pareil, pour avoir une dose suffisante en tryptophane, en fait, il faudrait manger des choses très précises je trouve que c'est très compliqué au quotidien de vraiment se faire sa ration. Et puis même, ça veut dire qu'on prendrait... je fais toujours l'exemple de la viande. Est-ce qu'on sait que, par exemple, notre portion de lentilles du jour, elle est bien dosée comme la portion de lentilles de la dernière fois? Est-ce qu'on a acheté la même marque? Est-ce qu'on a acheté le même endroit de culture? Et puis on n'a pas envie de se prendre la tête non plus. Exactement, voilà. Je trouve que ça... Mais du coup, voilà, ma question, c'était... le tryptophane, ça fait pas... C'est pas pareil que la B3, là. Non, c'est pas pareil. C'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. Et la B12, alors?
Et la B12, alors la B12 pour le coup, là, il y a vraiment plein de claims qui sont défendus au niveau européen. Là, c'est vraiment quelque chose qui va favoriser en fait les fonctions cognitives normales. Alors c'est un terme je comprends que comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais en gros, elle participe à beaucoup de neurotransmissions au niveau de notre cerveau et du coup, le fait de l'apporter et de ne pas en manquer, c'est très important. Et aussi, la deuxième chose, c'est au niveau de la mémoire, en fait, qui c'est hyper intéressant. Et comme la mémoire, c'est impliqué dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire dans ce qu'on apprend en cours de journée, quand on dort, etc., c'est hyper intéressant de ne pas en manquer. Et puis, est-ce que tu confirmes ce que j'ai entendu, mais j'ai pas de... Voilà, peut-être que tu as plus de connaissances là-dessus, le fait que même les gens qui ne sont pas forcément végétariens, etc., il y a beaucoup de gens qui manquent de B12 aujourd'hui, ou tu sais pas? J'ai envie de dire, je sais pas. J'ai entendu dans l'un de tes podcasts, tu parlais de ces fameux biomarqueurs, lesquels regarder, etc. Je trouve qu'aujourd'hui, cette question, il y a vraiment un champ des possibles hyper large pour dire... moi, j'ai envie de dire que oui, mais après, c'est un feeling et comme on disait tout à l'heure, c'est un mode de vie, en fait. Tu le disais, on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est un peu ça, en fait. Moi, aujourd'hui, je trouve qu'en prenant, j'ai l'impression de me sentir mieux. Alors, est-ce que je me trompe? Je pense pas. Aujourd'hui, si on regarde la littérature scientifique, c'est prouvé que ça a des effets sur la mémoire. Donc, en fait, moi, je me base sur ça. Ouais. C'est ça, voilà, prenons pas de risque. Pour le coup, moi, quand j'ai fait mes analyses, justement, avec la start-up, la Zero Health, ils ont dosé ma B12, elle était un peu basse. Alors que j'en prenais, mais ce que je faisais, c'est que j'en prenais... Parce qu'on m'avait dit justement qu'elle se stockait très bien. Donc, au lieu d'en prendre tous les jours, j'en prenais, je sais pas, 1 ou 2 fois par semaine, un comprimé. Et du coup, ce que j'ai décidé après avoir eu mes analyses, c'est d'en prendre maintenant tous les jours et je referai des analyses dans quelques mois. Oui, pour voir ce que c'est. Mais effectivement, en tout cas, on peut avoir l'info, donc à la limite, vérifions. Tout à fait. Et c'est hyper important d'en prendre. C'est intéressant, je fais du coup une parenthèse, après on va continuer notre fameuse liste à l'après-vert, mais je fais une parenthèse sur quand je vous disais, moi, genre, j'ai un ami qui m'a rencardé, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires que je n'avais jamais pris. J'ai vu un énorme changement. C'est que je suis la personne qui, avant ça, allez, au moins 2 fois par an, j'avais la grosse angine où t'as mal aux oreilles pendant une semaine, où tu comprends rien. Bah, je touche du bois. T'as plus ça? Plus du tout. Alors après, il y a aussi d'autres changements dans ma vie et tout. C'est pour ça que je suis allée notamment m'installer à Montpellier, donc je suis plus au soleil et tout. Je passe quand même tellement de temps à Paris que ça me paraît être une explication très limitée. Mais donc voilà, on n'est pas en train de dire que c'est pas une preuve scientifique ce que je raconte, je partage juste mon expérience. J'ai vu un avant et un après. J'ai également vu un avant et un après sur mon sommeil. J'ai aucune difficulté. Alors, j'ai jamais eu trop de problèmes quand même de sommeil, mais quand même beaucoup moins de difficultés à m'endormir et surtout le sentiment de me réveiller hyper reposée. Ce qui est important, Voilà, donc je sais pas. Et après, moi, je peux faire un peu la liste de ce que je prends. Tu me diras ce que t'en penses, mais on fera ça après. Mais voilà un peu pourquoi est-ce que je dis que tu me disais tout à l'heure, au final, les gens, ils ont qu'à voir, ils ont qu'à prendre certaines choses et sentir s'ils se sentent mieux ou pas. Après, il y a peut-être un effet aussi placebo. C'est que comme tu prends des choses, t'as l'impression que... Alors, je pense qu'il y a toujours du biais, mais dans tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours du biais. Et pareil, les biais cognitifs, on peut en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Mais je pense quand même que si on se sent mieux, et notamment, quand un complément fait vraiment son effet et l'effet recherché, au moment où on arrête, il y a un peu de latence d'action. Ça dure parfois quelques jours, quelques semaines. Ça va dépendre des actifs et de ce qu'on a recherché. Mais sinon, on ressent le manque. Donc, on ressent une différence. On ressent une différence. Ok, on va y venir justement parce qu'après une des questions c'est comment prendre les choses, mais on continue notre liste. Donc vitamine D et K2, sachant que ils sont souvent ensemble, est-ce que c'est une nécessité ou pas Alors pour moi, vraiment, je sépare et là je fais mon rôle de pharmacien d'officine, mais aujourd'hui la vitamine D, tu le disais très bien dans une autre émission, c'est qu'en fait aujourd'hui on ne nous prescrit pas forcément un contrôle de sa vitamine D et pourtant les prescriptions de vitamine D, notamment dans toutes les régions de France, ça y va à gogo pendant tout l'hiver, ce qui est d'ailleurs pas forcément le plus physiologique parce que pareil, si on regarde, il vaudrait mieux un apport journalier d'un petit peu de vitamine D plutôt que ces fameuses ampoules qu'on prend qui sont très dosées. Après, il y a le côté, il y a l'idéal, il y a la vraie vie derrière et je pense aussi, c'est pour ça je pense qu'on fait plus confiance aux gens à prendre une ampoule d'un shot une fois que d'apprendre tous les jours. Ça, c'est la première information. C'est moche à dire, mais voilà. Ça, c'est la première partie. Et après, pour les vitamines K, moi, pareil, oui, aujourd'hui, on peut acheter, c'est disponible. On donne ça dans certaines indications. Par exemple, les femmes qui allaitent, on leur donne la vitamine K, notamment pour le nourrisson, etc., parce qu'elles en manquent. Mais, le nourrisson en manque, pardon. Mais sinon, en fait, il y a quand même plein de médicaments qui sont aussi ce qu'on appelle les fameux AVK pour les gens, en fait, qui sont sur les traitements cardiaques. Et c'est là où moi, sur ça, je trouve que c'est typiquement soit la compétence, en fait, de quelqu'un de très spécialisé sur le sujet, soit la compétence du pharmacien, parce que voilà, si on vient à la pharmacie et qu'on a peut-être son ordonnance pour son diabète,
tête ou pour protéger son cœur ou pour protéger l'attention dans ses yeux, parce que c'est des choses qui reviennent très souvent, faudrait pas trop aller sur ce genre de compléments alimentaires. Ouais, donc comme quoi il faut faire attention à certaines choses, et c'est pour ça que le pharmacien, comme tu dis, il a son rôle à jouer, quoi. Tout à fait. Ok. Après, il y a les minéraux, magnésium. Alors, magnésium, les gens l'oublient. Alors, il y en a certains qui prennent tout le temps du magnésium ou des cures, mais pour le coup, pareil, encore une fois, c'est pas très scientifique ce que je raconte, mais je connais pas mal de personnes qui avaient un bon coup de déprime et qui comprenaient pas pourquoi, parce que par ailleurs ça allait bien dans leur vie, et qui en fait avaient juste besoin de magnésium. Ça a un impact sur le moral qui a l'air incroyable. Là en plus pareil, si on se met sur le cas français, c'est vraiment prouvé, pareil, il y a plein d'études qui le disent, on a vraiment un fort déficit en magnésium. Et moi, pour l'expliquer de façon simple, en fait le magnésium, son rôle, c'est à la fois dans la tension musculaire et nerveuse. Musculaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous vous remettez à faire du sport, par exemple, là c'est le bon moment, c'est le printemps, on y va, etc. Et vous sentez des courbatures, etc. Ça veut pas dire que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de sport. Non, c'est juste peut-être que vous manquez de magnésium et du coup votre muscle il est un petit peu en souffrance et il a besoin de ce magnésium. Ça peut être ça, ça peut être le côté nerveux, c'est le côté irritabilité. C'est aussi le fait tu parlais tout à l'heure on peut ne pas trop avoir de problème pour s'endormir, mais on peut aussi moins bien récupérer pendant son sommeil. Et le magnésium, il agit sur tout ça. Et si j'en reviens à une sorte de macro-micronutriments, le magnésium, finalement, c'est un tout petit nutriment, c'est un minéral, c'est une brique, exactement, un mini Lego qui souvent n'est pas tout seul, il est dans un sel. Parfois on va parler de bisglycinate de magnésium, d'oxyde de magnésium, il y en a plein qui existent et c'est hyper important parce que ces différents sels de magnésium ils vont pas venir se fixer aux mêmes endroits dans le corps. Alors certains vont nous dire oui, par exemple le bisglycinate de magnésium il est mieux toléré au niveau digestif. Oui, c'est vrai, mais il va pas se fixer forcément aux mêmes endroits que d'autres, donc selon la personne qu'on a en face de nous, peut-être qu'il va falloir avoir un mélange de ces sels plutôt que d'en avoir qu'un seul. Voilà. Ouais, donc il faut adapter et aller demander conseil, quoi. Ok. Les autres, on va peut-être pas tous les faire, mais les plus connus, peut-être le zinc. Ouais, tu penses toi du zinc qui est moins connu que le magnésium. Les gens pensent pas forcément se faire une cure de ça, alors que... Non, c'est vrai. Pareil, en fait, je trouve que le zinc, si tu prends un multivitamine classique, c'est réducteur, hein, mais tu vas payer le même prix que de faire ta cure de zinc. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le zinc, on en parle beaucoup finalement pour les peaux, ce qu'on va appeler normales, acnéiques. Voilà, donc chez les peaux jeunes, ce genre de choses, parce que ça fait un côté belle peau. Et c'est vrai qu'il est très impliqué dans plein de mécanismes, notamment physiologiques au niveau du cerveau, mais tu vas le retrouver, finalement, c'est pas ton argument marketing premier, donc il passe en deuxième. D'accord. Donc c'est là où le jeu du marketing, mais alors qu'en fait, il est hyper intéressant. Ouais, il est hyper intéressant. Okay. Et après, alors les trucs un peu moins connus, mais qui sont à la mode, on parle beaucoup des champignons adaptogènes. Tout à fait. Ashwagandha. Alors ça, c'est pas un champignon. Ah, c'est pas un champignon. Ok. Non, parce que alors du coup, il y a. Vas-y. Ça, je peux t'en parler parce que ça a été l'une de mes plus belles, je trouve, découvertes sur la nutraceutique, c'est ces plantes adaptogènes. En fait, il y a eu plusieurs définitions, notamment il y a eu beaucoup de recherches faites par les Russes et tout pendant la guerre froide sur ces plantes adaptogènes, puisque l'idée c'était de venir améliorer les performances des soldats. Donc ça part de là en fait. Et en fait, une plante adaptogène, si je fais une définition hyper réduite, c'est une plante en fait qui va aider notre organisme à s'adapter au stress. On peut l'entendre en tant que stress, genre je me sens stressée, je suis pas bien, mais aussi le fameux stress oxydatif dont on parlait tout à l'heure. Et en fait, ces plantes, par définition, il y en a une 60aine qui existent. Il y en a qu'on tire par exemple en disant les champignons adaptogènes, mais de facto, c'est pas vraiment des plantes adaptogènes selon la définition des botaniques. En fait, ces plantes, elles ont poussé dans des climats extrêmes. Le fait d'avoir poussé dans ces climats extrêmes, donc super froid ou de la sécheresse, etc., ça fait qu'elles ont dû synthétiser en elles des composés pour survivre. Et en fait, c'est ces composés au sein de la plante qui, nous, vont nous intéresser en micronutrition pour venir améliorer nos performances, nous sentir moins stressés, etc. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que ces plantes, parce que je reparlais tout à l'heure de la réglementation, de l'Europe, qui regarde ce qui se fait, etc., c'est des plantes qui sont hyper utilisées dans le monde entier. Il y a des médecines donc, traditionnelles, notamment l'Ayurveda, il y a beaucoup de plantes adaptogènes dedans, mais aussi la médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant. On a 3000 ans d'utilisation de ces plantes, qu'ils en appellent usage traditionnel. Mais en fait, c'est hyper intéressant. Ça reste des choses naturelles, accessibles quand on peut avoir la ressource nécessaire pour les utiliser. Et elles ont des effets, en fait, notamment
pour dire ça simplement, de revenir à un niveau d'équilibre. Parce qu'en fait, souvent, on parle de « Ah oui, je me sens stressée, on va finir en burn-out ». Quand on finit en burn-out, c'est pas que le cerveau qui va pas, c'est aussi notre corps, on est fatigué. Et en fait, on est vraiment à un niveau qui est trop bas. Et je pense aussi nos cellules, elles sont épuisées, en fait. Elles sont allées trop loin dans ce que j'appelle dans l'épuisement des ressources de notre corps. Et en fait, ces plantes adaptogènes, de par leur composition, elles vont déjà tout de suite avoir un impact pour qu'on se sente mieux. Donc, le côté humeur, etc., qui est hyper important. En anglais, on dit souvent, on parle de mood. Je sais pas trop comment traduire ça. Hein. Ouais, Mais mood. c'est le côté, le mood, c'est avoir l'envie d'avoir envie vraiment de se lever le matin et d'avoir plus le smile que d'être un peu triste. Déjà, il y a tout cet aspect-là. Mais c'est aussi au niveau cellulaire, elles sont hyper intéressantes pour rebooster. Et moi, j'ai vraiment des favorites, mais que voilà, pour tous les gens qui n'ont pas testé, mais ce petit nom barbare que moi j'adore, c'est l'ashwagandha. L'ashwagandha, il y a vraiment beaucoup d'études voilà, sur le côté anti-stress et ce côté humeur. Et je pense que je connais très très peu de personnes qui sont heureux tout le temps, tous les jours, toute leur vie. Il y a toujours un moment, on est un peu down, un peu énervé, un peu irrité. L'ashwagandha, ça aide à passer ça. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors moi, j'ai même une recette. J'avais acheté un livre de recettes indiennes. C'est une américaine, mais d'origine indienne. Et au début, il y avait des histoires. Moi, j'ai un espèce de latte pour bien dormir. Et dedans, il y a de l'ashwagandha, il y a de la noix de muscade. Et après, curcuma. Après, alors, les plantes adaptogènes ont des goûts particuliers. Hein. Ça peut exister en infusion. On trouve des trucs chelous. Non, mais j'invite les gens pareil. C'est de la curiosité. Moi, j'avais testé. Je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir tester une infusion de la plante directement pour voir. Et souvent, on est dans les goûts herbacés ou souvent, c'est des racines. Donc, c'est quelque chose d'assez... C'est pas assez particulier. Si vous n'aimez pas, vous prenez un comprimé. Mais moi, je pourrais vous faire goûter mon latte si vous voulez. Il est très bon. Il y a ça. Moi, j'aime beaucoup aussi le bacopa. Forcément, parce que le bacopa, c'est quelque chose sur lequel alors le bacopa, c'est Bacopa monnieri, le nom de la plante. En fait, souvent on va venir utiliser les racines et en fait c'est hyper intéressant d'un point de vue performance en fait, et notamment performance, donc c'est se sentir plus efficace, mais aussi le côté mémoire. Donc la mémoire, je trouve que c'est peut-être plus difficile à ressentir, mais de se sentir plus efficace dans sa mémoire et aussi, comment dire ça simplement, en fait ça va venir aider en fait la circulation au niveau du cerveau, ce qui fait que du coup quand il y a une meilleure circulation au niveau du cerveau, du coup il y a plus d'oxygène et donc plus d'oxygène, notre cerveau fonctionne mieux et donc c'est là où on a du coup les idées plus claires, on est plus réactif, on arrive mieux à comprendre une idée, voilà, c'est un tout, mais il y en a vraiment, voilà, je disais il y en avait une soixantaine. Ça, c'est tes deux préférés? Moi personnellement c'est mes deux préférés. Après il y en a plein qui sont hyper intéressants. On parle de plus en plus de l'amla qui est hyper riche en vitamine C. L'amla, c'est une petite baie verte, on va dire que ça ressemble à notre raisin français, voilà, pour faire un parallèle, d'Inde aussi. Donc voilà, hyper intéressant. Elle est super riche en vitamine C, beaucoup plus même que la baie de goji ou des choses dont on a beaucoup plus entendu parler, donc hyper intéressant, il y a beaucoup de choses. Et du coup, là, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur l'amla pour voir ses actions en complément alimentaire, donc hyper intéressant. On va retrouver aussi le tulsi, qu'on retrouve beaucoup. Enfin voilà, en fait, je trouve que c'est hyper intéressant puisque voilà, en France, on a la pharmacopée française, la pharmacopée européenne, donc on est dans plein de plantes hyper intéressantes, la rhodiola, la verveine, la passiflore. Mais là, je trouve que ça apporte une sorte de vent de nouveauté. Je dis pas que tout est révolutionnaire, mais au moins, je trouve que voilà, en étant et à chaque fois, il y en a certaines, en tout cas celles que tu cites, il y a des études qui montrent leur efficacité. Oui, on a vraiment beaucoup de recul, soit des reculs donc de médecine, donc fait avec des praticiens chez des humains, parce qu'au final, c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est de voir l'effet chez l'humain, même si voilà, il y a beaucoup d'études. En premier lieu, les études de labo, elles sont faites chez les animaux, donc chez des rats ou en laboratoire. Là, c'est beaucoup d'études chez l'humain, et c'est là où ça devient hyper intéressant, en fait, c'est de voir chez un humain, et notamment un humain en bonne santé, c'est-à-dire qu'au plan physiologique, c'est pas quelqu'un qui est malade ou qui... Voilà, voir quels sont les effets. Et c'est là où je trouve ça hyper intéressant. Génial. Après, il y a... dans ma liste, là, j'ai trouvé peptides, collagène, probiotiques, prébiotiques. Tout à fait. NAD+, NMN, Resveratrol. Je te dis un peu ce que j'ai trouvé. Tout à fait. Alors, le NAD, je fais un aparté très rapide. En fait, le NAD ou NAD+, on en parle parce que c'est les fameux précurseurs de la vitamine B3 dont on parlait tout à l'heure. D'accord, c'est ce dont tu parlais. Cette énergie des cellules. Donc, en fait, c'est là où je trouve que vraiment, il y a le marketing qui arrive. On se dit, waouh, NAD+, pareil. J'arrive dans ces termes un peu marketing. Je dis pas que c'est pas intéressant. Je dis juste que c'est une autre façon d'appeler quelque chose qui existait déjà. Alors, peut-être que l'extrait, on l'utilisait pas en tant que tel pile de la même façon auparavant, mais voilà, c'est quelque chose qui existe déjà et qui est bien connu. Voilà. Le premier, tu m'as dit, c'était les peptides et le collagène. Ah oui, alors le collagène, ingrédient hyper tendance en ce moment en nutraceutique, très intéressant. Là où moi j'ai un peu des doutes, c'est que souvent il faut voir, je parlais tout à l'heure de la rémanence des actifs dans le temps. Aujourd'hui, le collagène, c'est prouvé, ça a des effets, que ce soit sur la peau, sur le côté âge, sur les articulations, il y a vraiment plein de choses hyper intéressantes. Mais si on s'arrête de le prendre, c'est quoi la rémanence d'action? Moi, c'est plutôt là où je m'interroge. Donc encore une fois, il faut le... Si on s'arrête et qu'il se passe plus rien, quoi. Oui, ça peut être un petit peu ça. Rémanence, c'est même limite un effet boomerang, on reprend du retard ou pas forcément?
Non, pas forcément, mais c'est plutôt que ça veut dire qu'on accepte en fait d'avoir un complément de addict. collagène, Ouais. c'est ça, Ad toute vitam. sa vie. Et ça peut être un choix et ça peut être l'avenir d'ailleurs d'un complément alimentaire. En soi, Mm. ça me surprend pas. Mais voilà, après, il faut Se voir. poser la question. Et c'est tout à quoi fait. les peptides? Ça, je connais pas. Les peptides, c'est ce que tu vas venir retrouver. En fait, c'est une classe de. C'est comme si je te disais les peptides, les acides aminés, les protéines. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Finalement, Il y a de tout dedans. Parce qu'on peut parler de peptides de collagène de type 1, de type 2. Enfin, D'accord. voilà. Ouais, c'est juste. Et après, les probiotiques et prébiotiques, ça, bon. Alors, ça y C'est est, encore un autre sujet, mais qui est tout énorme. à fait. Un sujet énorme. Alors, je suis pas sûre d'être la mieux placée juste pour on va en le parler. balayer au moins Mais un peu, oui, c'est hyper intéressant puisqu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de l'être humain, il y a notre être humain intérieur. Et en fait, dès qu'on est sur donc, ce qu'on appelle le tractus digestif, donc l'entrée par la bouche, notre estomac, etc., jusqu'à la sortie, au final, en fait, on vit, et comme sur notre peau, avec un microbiote qui sont en fait des bactéries, levures, moisissures et champignons. Donc comme ça, c'est glauqui, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on a. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pathologies, on est encore dans l'aspect maladie, mais il y a beaucoup de pathologies qui sont dues à un désordre en fait de ces, notamment on regarde beaucoup les bactéries. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est les plus faciles aujourd'hui avec notre technologie à étudier, donc c'est pour ça qu'on s'arrête souvent aux bactéries. Mais il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire en fait en apportant les bonnes bactéries. Et donc j'ai envie de dire pareil, c'est une solution simple aujourd'hui pour s'éviter des désagréments. Je fais ma casquette de pharmacien. Aujourd'hui, on prend des antibiotiques. Antibiotiques, ça veut dire contre la vie, donc très bien, on va lutter contre la bactérie qui est néfaste, qui fait qu'on est malade, etc. Mais on tue les gentilles bactéries aussi. Mais on tue aussi d'autres choses à côté. Et donc, le fait de pouvoir prendre, bien sûr, à distance un pré ou probiotique pour aider ou limiter les désagréments dus aux antibiotiques, c'est quand même hyper intéressant. Et c'est ce que j'appelle une sorte de solution simple à mettre en place pour, encore une fois, limiter les effets secondaires. Super. Ce que je te propose, c'est que je te dise un peu ce que moi j'ai dans mon tiroir et bien sûr, tu me fasses ton commentaire. N'hésite pas à me défoncer, à me dire mais ça sert à rien, tu dépenses ton argent pour rien. Tu dépenses ton argent pour rien. En tout cas, voilà, je vous dis, depuis 2 ans, j'ai pas eu mon gros rhume de l'année, quoi. Donc, et non, effectivement, je sens plus d'énergie et tout. Donc moi, je prends du magnésium le soir, du zinc et du tryptophane. Donc ça, c'est les 3 trucs que je prends le soir. Super. Le matin, je prends vitamine D, vitamine B12. Du coup, j'ai augmenté. Enfin, maintenant, je le prends tous les jours, alors que je prenais que quelques jours par semaine depuis mes analyses. On verra donc aux prochaines. Je prends du fer. Je prends donc les fameux. Alors moi, donc c'est pas adaptogène, mais j'ai un mélange de 5 champignons. Soi-disant, c'est très bon pour le cerveau. Lion's mane. Du reishi peut-être. Du reishi. Cordyceps. Exactement, tu les connais. Hein. Et après, il y a celui qui est connu qu'on prend, le shiitake. Et un dernier, je sais plus lequel c'est. Mais en fait, en tout cas, c'est un sachet où il y a un mélange de 5 champignons. Et c'est une boisson que tu prends ou Non, c'est des comprimés. J'en prends 2 ou 3 le matin, c'est ce qu'il y a sur le paquet. Et qu'est-ce que je prends d'autre ? Je prends des oméga 3. Ouais, en plus, je me dis comme je suis végétarienne, voilà. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Et je prends depuis peu le truc que les gens qui veulent faire de la gonflette prennent, j'ai oublié le nom. La créatine. La créatine, oui, je prends un comprimé. On en a pas parlé, hyper intéressant la créatine. Et que j'ai compris que c'est pas du tout pour juste les gens qui veulent faire de la gonflette, que c'est très très bon pour le cerveau. Donc voilà un peu ce que je prends le matin. Dis-moi si ça te paraît correct et qu'est-ce qui manque, etc. Alors là, je trouve que c'est super parce qu'en fait, t'as la base dans le sens, la base sur le côté immunité, notamment par la vitamine D ou même le manque en zinc, etc. C'est hyper intéressant surtout de pas en manquer. Et donc là, en l'apportant tous les jours, t'es sûr de pas en manquer. Pareil, les oméga 3, c'est vrai que si on est végétarienne, si tu es végétarienne, mais je veux dire, c'est hyper bien de les apporter, comme ça, tu es sûr que tu n'as pas de carence, et comme je le disais tout à l'heure, c'est à la fois pour tout ce qui est cardiovasculaire et le cerveau, et bien sûr aussi la vision, donc c'est hyper intéressant. Après, au niveau des champignons, moi, je suis plus partagée. En fait, on voit beaucoup de marques qui s'inspirent de ce qui se fait aux États-Unis. Il y a un côté très tendance, très intéressant. En plus, souvent, on a une utilisation détournée, c'est plus en gélule, c'est justement dans le café du matin, etc. Donc, ça rend la chose un peu plus ludique, c'est sympa. Mais aujourd'hui, si on creuse les études scientifiques, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'études en fait, notamment chez l'humain, qui disent c'est probant. Et après, ça veut pas dire que ça marche pas. Encore une fois, je pense qu'on voit, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs qui le prennent et qui voient une différence et qui sont contents. Moi, voilà, je dis juste aujourd'hui, tel que c'est fait, on n'a pas une base scientifique solide, et il y a encore pas très longtemps en France, en fait, on ne pouvait pas vendre ce genre de compléments alimentaires parce que justement considéré comme trop récent d'usage en Europe. Donc pareil, ça veut pas dire que ça va pas changer, mais encore une fois, et c'est aussi parfois, je trouve que ces marques qui se lancent et qui proposent quelque chose, qui font aussi bouger les lignes et qui poussent aussi d'autres labos, d'autres personnes qui ont des plus gros bas et plus d'impact financier, clairement, à pouvoir voir justement si ça va marcher et quelles sont les preuves tangibles qu'on me met derrière. Ok. Bon, en tout cas, voilà, tu me dis, peut-être que je peux tester 100 et voir si je vois une différence, ou en tout cas creuser le sujet. Ou tester nos produits. Attends, on y arrive, on va vous faire de la pub, évidemment,
Mais, Ouais. et qu'est-ce que je prends en eau? Je prends de l'ashwagandha et je prends du maca. Mais ça, pour le coup, je fais des boissons Ouais. avec. Ah, mais alors maca, hyper intéressant. Typiquement, maca, donc on retrouve donc une racine du Pérou. Donc là, on change de continent. Ouais. Hyper intéressant parce que le maca, justement, il y a un côté sur l'énergie et il y avait aussi tout un côté sur le côté et vigueur. Mais le côté, alors on parle beaucoup au côté vigueur sexuelle, etc. Mais c'est surtout le côté libido. Et je parlais tout à l'heure de ce côté humeur, envie d'avoir envie. Et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Pareil, les compléments alimentaires sur ce domaine-là, comme c'est quelque chose de très particulier, les gens en parlent pas trop. On n'en parle pas forcément ni avec sa famille parce que ça peut être un peu tabou, ni même avec ses amis. Et puis moi, j'avais Pourtant, il y a moi, beaucoup j'avais de choses à compris que faire. c'était des précurseurs pour les hormones, notamment les hormones féminines, Oui, oestrogènes, oui. etc. Oui, parce que et tout du est coup, lié. voilà. Donc moi, je le vois pas forcément que sous l'angle. Non, mais du coup, je trouve que c'est un ingrédient hyper intéressant. Et puis, bien Ouais. sûr, voilà, il y a beaucoup de choses encore à aller Et creuser. le dernier que j'ai découvert, là, j'ai reçu des paquets, c'est je fais des infusions avec de la moringa. Ah oui, moringa aussi. Ouais. Alors, moringa, par rapport à un thé vert qui parfois est un peu amer, justement, le moringa en infusion, c'est un peu plus doux. Donc, si on aime un peu plus la douceur, hyper intéressant. Et plante adaptogène. Il paraît qu'il y a plein de trucs dedans, hyper Bah bons, oui, plus parce de qu'en fer fait, que dans je sais pas quoi. alors le fer, je sais pas, mais Ouais. comme ça reste une plante adaptogène, oui, elle aide, et elle aide notamment sur les niveaux de stress, donc c'est une plante très intéressante, oui. Ok. Voilà un peu. Ce que je te propose, que tu nous dises un peu ce qu'il y a dans les produits brénologistes, même si après on va en reparler aussi avec Mathilde, mais Bien voilà, sûr. que toi, parce que tu les as formulés, de ce que je comprends. Oui, Donc tout voilà, à fait. c'est ton bébé quand même, on va te... Et puis aussi, j'aimerais avoir ton avis, je le dis pour pas qu'on oublie, mais sur le côté, est-ce que je dois prendre des cures ou est-ce que j'en prends tout le temps? Parce que moi, des fois, il y a des moments où je me dis, bon, peut-être arrête-toi pendant 2 mois, notamment pendant l'été, je me dis, c'est les vacances, profitant pour t'arrêter. Ou pas, enfin, j'ai un peu la question du, est-ce qu'il faut faire des cures ou plutôt prendre? Alors, je trouve que tout dépend encore une fois de l'ingrédient. Typiquement, dans ton cas, je pense que tu peux prendre les oméga 3 tout le temps. Après, ça peut être une question de porte-monnaie, d'envie, de volonté, de pas oublier aussi, parce que c'est un point important. Après, selon la cure, si par exemple c'est une cure en fait pour booster son niveau d'énergie parce qu'on se sent raplapla, c'est censé être en cure et c'est pas censé être toute l'année. Sinon, ça veut dire que la cure elle est pas adaptée ou qu'elle n'apporte pas. Encore une fois, tout à l'heure je parlais d'équilibre. Je trouve que c'est important de retrouver son équilibre comme un trouble du sommeil. On n'est pas censé être dépendant à son composé qui va venir contenir la mélatonine ou pas de mélatonine pendant très longtemps parce que sinon on arrive dans la dépendance. Par exemple, prenons l'exemple du magnésium. Moi, j'ai pas commencé à prendre du magnésium parce que je me sentais particulièrement fatiguée, mais je me suis dit, voilà, comme je m'intéresse au sujet, je me dis, faut pas manquer de magnésium. J'ai hésité entre ça et manger 5 kilos de chocolat par jour. C'est une possibilité. Mais du coup, est-ce que je sais que par exemple le magnésium c'est un bon exemple de choses que les gens prennent en cure en général. Oui, souvent. Moi, en tout cas, à la pharmacie, moi, je conseille plutôt soit un mois. Je trouve que c'est un peu court pour le magnésium. Je trouve qu'on ne ressent pas trop les bienfaits, notamment pareil si je disais si on se remet au sport ou pour le sommeil. Moi, je conseille plutôt 3 mois. Mais je conseille plutôt 3 mois, 1 à 2 fois dans l'année, que forcément de le faire en continu. Mais ça ne veut pas dire que c'est dangereux de le faire en continu pour autant. C'est juste que c'est pas nécessaire. Moi, je trouve que c'est moins nécessaire. Et je trouve que ça va bien aussi. On parle souvent des changements de saison. Je trouve que voilà, typiquement la rentrée, on rentre des vacances, ça dure 2-3 semaines, on commence à se sentir fatigué, il fait moins beau, il y a moins de lumière. Je trouve que c'est le bon moment de faire une cure de magnésium. Et pareil, ça peut être vers le printemps à cette période de l'année, alors que comme tu dis, l'été, finalement, je trouve qu'on est quand même plus zen parce que l'été approche, où on prend du repos, donc j'ai l'impression qu'on en a un petit peu moins besoin. Ok. Et sinon, voilà, il n'y a pas d'autres... Enfin, chacun fait comme il le sent. T'as pas de faire des cures ou pas des cures, ça dépend des Alors, ça dépend. Tu parlais tout à l'heure que tu prenais du fer. Typiquement, le fer, il faut le prendre à distance du café ou du thé du matin pour que ce soit bien absorbé. Pour moi, pour le coup, le fer, comme on peut vraiment le doser, on le dose dans les analyses sanguines. En fait, c'est pas quelque chose qu'on est censé faire en continu, puisque notre corps est censé synthétiser du fer pour qu'on en ait suffisamment, pour qu'on soit pas en anémie. Pour rappel, le fer, ça fait partie des cellules qui transportent notre oxygène, donc c'est quand même hyper important de pas en manquer. Mais ça, on est censé en produire naturellement. Donc, si on a toujours une carence en fer, c'est soit parce qu'on l'apporte pas suffisamment par la nutrition, et ça, on peut le savoir, et il y a certains régimes qui amènent à ça, et on le sait, et du coup, on pallie au quotidien. Mais sinon, une personne qui est omnivore, en théorie, devrait pas avoir une supplémentation en fer toute l'année. Oui. Là, quand tu me dis ça, ça me donne l'idée de peut-être prendre du fer que, tu sais, la semaine ou les 10 jours après mes règles, parce que les femmes, on perd beaucoup de sang à ce moment-là. Donc et ça fatigue, clairement. Voilà, donc se dire, mais peut-être pas le prendre tout le mois, mais prendre, si je prends, je peux essayer 5-10 jours par mois. En plus, quand j'avais fait mes analyses, je crois que je manquais pas de fer, donc pas besoin de... Ok, hyper intéressant. Alors, et les produits brénologistes. Ah oui, alors pour les produits. Alors en fait, on a fait, donc pour notre lancement, on a fait 3 produits. On a un produit du matin qui va venir cibler en fait l'énergie dont on manque le matin, mais surtout le côté en fait clarté mentale, c'est-à-dire vraiment cette envie. On se lève le matin, on a fait sa routine, on s'est préparé, on est prêt, on arrive au bureau, on arrive à son travail, et parfois on est là, on se dit mais par où je commence? Et il y a soit cette montée d'angoisse, soit ce côté de genre j'ai pas envie. Alors soit on fait un métier passion et c'est génial et c'est ce qui
j'aimerais que tout le monde puisse faire ça. Soit, voilà, des fois, je trouve qu'on a besoin d'avoir ce boost à la fois d'énergie pour pouvoir tenir et travailler, et à la fois savoir par où commencer. Et le but de ce produit, ça s'appelle Réveil Cérébral, c'est ça, c'est de l'énergie, mais apportée naturellement, quelque chose qui est doux et qui est apporté sur plusieurs heures et pas un espèce de pic comme un shot de café, quoi. Et du coup, c'est un fait. Il y a quoi dedans ? Alors, tu as plusieurs ingrédients. Toutes nos formules, c'est toujours une combinaison de plantes adaptogènes. Je le disais, c'est vraiment mes ingrédients stars. C'était chouchou. C'est vraiment mes chouchous. Parce qu'elles sont super intéressantes et je pense que les gens ne les connaissent pas. Et ma volonté aussi, c'était d'apporter quelque chose de nouveau par rapport à ce qui existait déjà sur le marché et d'être un petit peu différente. Mais on va retrouver dedans, tu as du guarana, donc qui va contenir de la caféine, mais tu vas trouver aussi des vitamines, des minéraux. Enfin, voilà, tu as une combinaison d'actifs en fait, qui va venir aider en fait, à y voir plus clair le matin. Mais l'ingrédient star là-dedans, c'est le guarana. Oui. Ok, super. Entre autres. Et après, les autres ? Et après, j'ai Performance Cérébrale. Donc là, c'est un produit, moi, je l'ai plutôt positionné en post-pandrial, donc après le repas du midi, mais on peut prendre aussi le matin. En fait, là, l'idée, c'est de venir booster tes performances. Quand justement les gens prennent 4 ou 5 cafés, à la fin, en fait, finalement, on n'a plus l'effet. C'est plutôt, on prend pour le goût du café que pour son effet. Et là, dedans, on va retrouver plusieurs plantes qui vont venir booster les performances. Donc l'idée, c'est d'être hyper focus, hyper concentré pour pouvoir dérouler et se sentir bien, en fait, être propre de ses moyens. Là, je le fais vraiment dans l'axe du travail pour faire une métaphore, mais être performant, c'est aussi se sentir bien dans son corps, dans son état d'esprit, et puis pouvoir moi, par exemple, assurer sa journée. Quand je suis 1 heure avec mes enfants, j'ai envie d'être là, j'ai pas envie d'être à moitié à penser au boulot, à moitié fatiguée, j'ai envie d'être présente, quoi. Tout à fait. Et dans ce produit, par exemple, on va retrouver du bacopa, que moi j'aime beaucoup. On va retrouver aussi un extrait d'arognac, qui pour le coup n'est pas du tout une plante adaptogène, mais c'est un extrait qui est super antioxydant, qui est hyper intéressant et qui en plus a été objectivé en fait chez des humains de nos âges, c'est-à-dire assez jeunes et pas chez les personnes âgées avec la sénescence, et hyper intéressant pour le focus, la concentration, la réactivité, avec il y a vraiment un dossier derrière hyper complet, donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Et enfin, dans le produit nuit, c'est pas un somnifère, hein, je le dis parce que sur le sommeil, il y a beaucoup d'attentes. En fait, c'est un produit qui axe sur la récupération. Donc, c'est vraiment un produit qui est là pour booster la mémoire. Et en fait, lorsqu'on dort, en fait, notre corps, il se détoxifie, notamment notre cerveau. En gros, il vient nettoyer, en fait, ce qui s'est passé dans la journée. Mais c'est aussi là, on le dit, et c'est comme ça qu'on le dit pour l'apprentissage, c'est pendant le sommeil, en fait, qu'on consolide son apprentissage. Donc, c'est pendant le sommeil qu'on consolide sa mémoire, et donc le fait de bien dormir, ça favorise la mémoire. Et c'est aussi un cercle vertueux. Si on dort mal, forcément, le matin, on peut pas être en forme. Enfin, c'est un peu un tout. Et là, dans ce produit, pareil, on va retrouver des plantes qui apaisent, qui calment l'équilibre nerveux, mais on trouve aussi du tryptophane. Mon copain le tryptophane. Ok, donc je peux remplacer mon cocktail du soir par... mon tryptophane du soir par ça. Est-ce que, par exemple, celui-là, en tout cas, les autres... mais est-ce que tu pourrais... je sais pas si, par exemple, toi, t'en donnes à tes enfants. Est-ce que on peut donner des choses aux enfants ou pas du tout ? Là, aujourd'hui, la forme gélule, en fait, tout ce qui s'avale, c'est à partir de 6 ans minimum. Et sur une taille de gélule, on a fait une petite gélule. Là, en fait, il faut faire des études précises pour pouvoir donner des choses aux enfants. Donc, si un enfant, on va dire que c'est quelqu'un qui est un adolescent qui fait, d'un point de vue pharmaceutique, c'est plus de 50 kilos et en général, c'est 15 ans, on peut donner. Moi, en dessous, je donnerai pas. Pourquoi ? Parce que c'est des doses qui sont trop élevées pour eux ? En fait, en absence de recul en fait et d'études chez les enfants, moi, mon côté pharmacien me dit, je préfère pas, en fait, j'ai pas envie que les premières personnes qui le prennent soient entre guillemets des cobayes, en fait. Donc, moi, je me place toujours entre eux. On parlait tout à l'heure d'une dose en fait efficace. Donc, nos produits sont quand même assez dosés. Enfin, ils ont été faits comme ça et c'est pour ça qu'on prend d'ailleurs, en plus, on prend 2 gélules et pas qu'une seule gélule, c'est 2 gélules en une fois. J'ai pas envie qu'on tombe dans une dose toxicité si on est sur un enfant qui a à peu près une dizaine d'années, où notamment les structures cérébrales, elles sont pas encore totalement finies vu que le cerveau, il arrive à maturation à 25 ans, quand on a 10-12 ans, on ne sait pas encore. Tranquille, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut donner aux enfants par exemple, peut-être, tu parlais des plantes de l'Ayurveda ou... Oui, il y a beaucoup de choses. Mais là, j'irais plus, par exemple, pour quelqu'un de plus jeune, j'irais plus soit sur des formules qui sont vraiment des formules pédiatriques, qui sont sous forme de sirop, la dose, on ne peut pas se tromper sur le dosage. Soit j'irais plutôt sur des mono-ingrédients. Il y a beaucoup de plantes qui existent sur le côté calmant, où on peut mettre une petite dose. Par exemple, le bacopa, ça a été testé aussi chez des jeunes, chez des étudiants. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce que faire le combo d'actifs qui a été objectivé chez les adultes, c'est là où je préfère... moi, j'aime beaucoup vraiment m'appuyer sur la science pour être sûre que ce qu'on fait, ce soit à la fois intéressant d'un point de vue effet, mais que ce soit sans être toxique. Ok, très bien. Super. Mais par exemple, le bacopa, ça se trouve et je peux en donner à mes enfants. Oui, ça se trouve très facilement. Et je leur donne juste des petites doses. C'est ça. Et ça leur fera du bien, dans tous les cas. Ça aidera leur cerveau à fonctionner. Tout à fait. Ok. Parce que moi, je suis toujours... Je réfléchis, j'avais encore une question à te poser, je crois, mais on a quand même fait un joli tour. Merci beaucoup, c'est super intéressant.
J'avais encore un truc à te demander. Ah oui, voilà. Pour refaire un peu ce lien entre le pharmacien et les gens qui pourraient avoir un intérêt à prendre des compléments alimentaires, est-ce qu'aujourd'hui, si je vais dans n'importe quelle pharmacie de France et que je demande conseil, au lieu d'aller moi me refaire regarder par mes amis ou regarder sur internet et me débrouiller, si je vais demander conseil à mon pharmacien, est-ce que la plupart des pharmaciens sont capés pour me dire prends ça, prends pas ça, etc. Ou la plupart, ils vont me filer le truc de multivitamine, machin. Est-ce que je donne la vraie réponse? La vraie réponse, bien sûr. Évidemment que tu vas nous donner la vraie réponse. Moi, je pense que justement, quand on vient de la pharmacie, en fait, toutes nos études, en fait, il y a un fort lobby des laboratoires pharmaceutiques où on place le médicament sur un très fort piédestal, comme si le médicament était la réponse à tout. Et donc, du coup, la réponse à ta question, c'est non, en fait. Et ce que je trouve trop dommage, en fait, c'est que aujourd'hui, le pharmacien d'officine, c'est le premier relais et beaucoup, en fait, par simplicité, se forment pas. Donc, quand je dis ne se forment pas, ça fait un peu dur dit comme ça, mais on a les laboratoires qui viennent, qui nous font des formations, mais disons que c'est tellement... Enfin, l'humain est un peu feignant de façon générale. C'est tellement plus simple de dire « Ah, vous avez un problème de concentration, tenez ce laboratoire pour X parce qu'on sait qu'on a des marges ou je sais pas. Vous voyez, il y a écrit mémoire sur la boîte, allez-y, prenez-le. » Alors que c'est pas forcément ce dont on a besoin. C'est ce que je disais au début. Voilà. Ok, donc si par contre on tombe sur un pharmacien qui aime son métier à fond... Mais ça se ressent en direct, je pense. Enfin, je veux dire, moi j'invite n'importe qui, et c'est ça aussi, je veux dire, c'est comme trouver quelqu'un qui est à côté de chez nous, qu'on va trouver intéressant, en fait. On voit les personnes qui sont passionnées, il vous suffit de poser la question et de voir à qui vous avez affaire. Moi j'ai travaillé dans les grosses pharmacies, dans les plus petites pharmacies. Des fois, moi quand je ne savais pas, je disais, écoutez, je sais pas, je vais appeler ma collègue qui saura mieux se renseigner. Souvent les gens, ils sont prêts à attendre 2 minutes de plus pour avoir le bon conseil, et ça se ressent tout de suite. Enfin, je veux dire... Donc moi, voilà, j'invite justement les gens à comment dire, ouvrir le dialogue, à poser la question et regarder la réponse que vous avez en face. Voilà. Super. Merci beaucoup. C'était vraiment hyper intéressant.